Bien, voici la deuxième partie du chapitre P4 sur les mouvements et la seconde loi de Newton, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la deuxième loi de Newton. Tout d'abord, la notion de référentiel galiléen. Eh bien, un référentiel est galiléen si le principe de l'inertie y est vérifié. Or, le principe de l'inertie, que l'on appelle aussi première loi de Newton, c'est lorsque, dans un référentiel galiléen, les forces extérieures appliquées au mouvement se compensent. Alors se compensent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vectoriellement, les vecteurs force s'annulent. Et donc dans ce cas-là, eh bien, le système n'a que deux possibilités pour faire en sorte que somme des forces est égale à vecteur nul. Soit le système est au repos, c'est-à-dire donc sans mouvement, ou alors en mouvement rectiligne uniforme, que nous avions vu sous l'appellation MRU en seconde et en première. Donc voilà comment cela s'écrit, c'est-à-dire que la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées au système est égale au vecteur nul. On n'oublie pas de mettre les vecteurs partout. Un référentiel qui sera en translation rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen sera lui aussi galiléen. Je vous laisse regarder cette petite BD pour essayer de comprendre ce qu'est un référentiel galiléen. Vous mettez sur pause et vous reprendrez quand vous aurez terminé. Bien, alors pour les mouvements de courte durée, est-ce que les référentiels sur lesquels nous allons travailler vont être considérés comme galiléens? La réponse est oui. Alors par exemple pour un référentiel terrestre, c'est-à-dire pour tous les mouvements qui se produisent à la surface de la Terre, c'est dans ce référentiel-là que l'on va plutôt les travailler, et on pourra considérer que ce référentiel terrestre est galiléen à condition que l'expérience ne dure que quelques secondes. Alors pour le référentiel géocentrique, on l'utilise généralement lorsqu'on étudie le mouvement des satellites autour de la Terre, que ces satellites soient naturels comme la Lune ou artificiels. On va préférer ce référentiel-là d'étude, et du coup on pourra considérer que ce référentiel est galiléen si l'expérience, si l'étude se porte sur quelques minutes. Et enfin, on va utiliser le référentiel géocentrique lorsque l'on va étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Et là, par définition, ce référentiel est considéré comme galiléen. Alors, la deuxième partie porte sur la deuxième loi de Newton, que vous avez déjà vue en première, mais sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on écrivait que la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées au système est égale au produit de la masse du système par le rapport entre la variation de la vitesse du système sur le temps. Or, nous avons vu en terminale que l'accélération, c'était la limite de ce rapport lorsque delta t tend vers 0, c'est-à-dire lorsque le temps devient le plus petit possible. Et du coup, on a vu que ce rapport-là s'écrivait comme étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, ici, on va l'écrire maintenant. Somme vectorielle des forces extérieures appliquées au système est égale au produit de la masse par l'accélération du centre de masse ici du système, c'est-à-dire l'accélération du centre de gravité du système étudié. Donc c'est toujours sous cette forme-là maintenant que l'on va l'écrire. Alors au niveau de la valeur, puisque on a ici un vecteur est égal à une constante multipliée par un autre vecteur, alors forcément, du coup, ces deux vecteurs-là, je parle effectivement du vecteur du vecteur somme de toutes les forces appliquées, eh bien, sont collinéaires et de même sens, puisque m est positif. Alors, si deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, eh bien, je peux écrire cette relation sans les vecteurs. Donc, du coup, je pourrais l'écrire comme ça, d'un point de vue pour calculer la valeur donc de la force bilan qui s'exerce sur le système. Voici les unités conventionnelles du système international avec donc une accélération
en mètres par seconde carrée, une masse en kilogrammes et bien sûr une force en newton. Alors la seconde loi de Newton établit le lien entre la cause du mouvement, c'est-à-dire les forces qui s'appliquent au système, et l'effet obtenu, à savoir sur l'accélération du centre de gravité du système étudié dans un référentiel galiléen. Attention, cette relation, on ne peut l'écrire que si le référentiel d'étude est galiléen. Donc ça, il faudra toujours l'écrire, on le verra dans un exercice. La force résultante, donc ça c'est la force résultante, et le vecteur accélération, on l'a dit, seront toujours collinéaires et de même sens. Alors pour une force résultante constante, donc si ce terme-là ne varie pas, et que la masse augmente, et bien forcément l'accélération ici deviendra plus faible pour que le produit des deux reste constant. Et inversement, bien sûr. Alors, étudions l'exercice numéro 12, page 229. Mettez sur pause, essayez de le faire, et on se revoit pour la correction dans quelques instants. Alors, on a une voiture de masse 900 kg qui se déplace moteur arrêté sur une route horizontale. Elle ralentit sous l'effet des forces de frottement exercées par l'air et par la route sur les pneus. On vous dit que toutes les forces qui s'appliquent sur la voiture sont représentées ici. Donc on a le poids P, la force de réaction de la route sur les pneus qui est représentée ici, et puis la force de frottement qui est représentée ici. Et on vous dit que le poids P ainsi que la réaction R se compensent. On vous donne la valeur de la force de frottement qui est de 300 newtons. Première question, énoncez la deuxième loi de Newton. Alors avant même de répondre à cette question, ce qu'il va falloir faire de façon systématique, alors que même ce n'est pas demandé, mais si vous ne le faites pas, c'est une erreur, c'est à chaque fois de démarrer l'exercice en citant quel est le système étudié et dans quel référentiel on l'étudie. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc le système ici étudié, c'est la voiture, plus précisément le point M de la voiture, puisqu'on réduit la voiture en son point M. Et puis, ce mouvement a lieu donc à la surface de la Terre, donc on va prendre le référentiel terrestre, et on écrit bien qu'on le considère comme galiléen. Parce que s'il n'est pas galiléen, on ne pourra pas énoncer la seconde loi de Newton. Donc on considérera qu'il est galiléen parce que on considérera que la voiture va freiner sur quelques secondes par exemple. Donc ça c'est le premier truc à faire avant même de répondre à la première question. Il ne faudra pas l'oublier. Ensuite, on énonce la seconde loi de Newton qui nous dit que somme des forces extérieures appliquées au système ici est égale à la masse du système multipliée par son vecteur accélération. Ensuite, on passe au bilan des forces, ça c'est systématique. Je veux vraiment que vous l'écriviez toujours sous cette forme-là. Donc ici, le bilan des forces, on vous les a énumérées, donc je le réécris. À savoir, la somme des forces, donc c'est vecteur P plus vecteur R plus vecteur F. Attention, vous n'avez pas le droit d'écrire cette égalité sans les vecteurs. Pourquoi ? Parce que tous ces vecteurs ne sont ni collinéaires ni de même sens. Donc on ne peut pas l'écrire autrement qu'en relation vectorielle. Donc si on analyse un petit peu mieux ce texte-là, on s'aperçoit qu'il est écrit que le vecteur poids et la réaction R se compensent. Ça, mathématiquement, ça veut dire que leur somme est égale à vecteur nul. Du coup, la somme des forces se simplifie, il ne reste plus que vecteur petit f, force de frottement. Alors, je vous rappelle qu'on vous demande ici de déterminer les caractéristiques du vecteur accélération, les caractéristiques de ce vecteur. Rappel aussi, les caractéristiques d'un vecteur, elles sont toujours au nombre de 4, à savoir dans l'ordre origine, direction, sens, norme. Norme, ça veut dire valeur. Donc il va falloir déterminer tout ça. Alors, puisque la relation de la seconde loi de Newton, s'écrit donc comme ceci, eh bien, j'ai déjà sur les 4 caractéristiques, 3 caractéristiques absolument connues, qui sont donc
L'origine, bon, ben, l'origine c'est la voiture M, hein, le point M de la voiture, pardon. La direction, ben, F et A étant collinéaires et de même sens, la direction c'est la direction de la route, c'est-à-dire la direction de F. Attention, le sens et la direction c'est pas la même chose. Et le sens justement, ben, puisqu'elles sont collinéaires, ces deux vecteurs sont collinéaires et de même sens. Pourquoi? Parce que M est un facteur positif. Eh bien alors l'accélération sera aussi dirigée ici vers la gauche dans le même sens que F. Il ne nous manque plus que la norme. Donc pour passer à la norme, eh bien j'ai besoin d'enlever les vecteurs. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Pourquoi? Parce que justement dans cette relation, les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens. Alors là, du coup, j'ai le droit de l'écrire. Alors, effectivement, je vous ai écrit ça également. Le vecteur accélération, comme il est opposé au sens du mouvement, puisque la voiture avance dans ce sens, eh bien, le mouvement de la voiture est rectiligne ralenti, ce qui justifie le fait que la voiture donc se déplace, c'était écrit elle ralentit, donc elle freine. Alors du coup, pour pouvoir calculer la valeur de petit a, eh bien, je vais réécrire cette expression, mais sans les flèches, et j'ai le droit parce que, je me répète, vecteur f et vecteur a sont collinéaires et de même sens. Du coup, je peux l'écrire comme ceci. Or, je connais f, je connais m, donc j'exprime a. Je suis dans les unités du système international. Avec 3 chiffres significatifs, eh bien, j'en déduis la valeur de l'accélération qui vaut 0,333 mètres par seconde carré. Attention, là on voit pas bien, mais c'est 1,2. Hein. Donc maintenant, pour les caractéristiques du vecteur accélération, eh bien, je les ai réécrites ici. Donc, vecteur accélération, les 4 caractéristiques. Origine, donc le centre de gravité de la voiture. Direction, la même direction que le mouvement, c'est-à-dire cette direction horizontale. Ne confondez pas avec le sens qui est ici de gauche vers la droite, c'est-à-dire opposé au mouvement. Et enfin la norme, ou qu'on appelle aussi valeur, eh bien c'est celle que nous avons calculée tout à l'heure et que j'ai reportée ici. Voilà, on passe au numéro 13. Je vous laisse réfléchir de la même façon. Vous mettez sur pause et on se retrouve pour la correction. Alors ici, n'oubliez pas, le premier truc à faire avant même de répondre aux questions, c'est d'écrire qui est le système étudié et qui est le référentiel dans lequel on étudie ce système. Donc on a bien notre montgolfière, on nous donne sa masse, on vous dit que la montgolfière a un mouvement vertical uniformément accéléré, donc l'accélération est dirigée vers le haut comme ceci, et elle est soumise donc à 2 forces, la poussée d'Archimède et son propre poids. On néglige toutes les autres forces. Voilà, donc on y va. Première chose, système référentiel. Le système, donc, c'est la montgolfière, le référentiel terrestre qui sera considéré comme galiléen. Première question, donc déterminer les caractéristiques de la somme des forces appliquées au système. Donc première chose que l'on écrit, c'est la seconde loi de Newton. Donc ça, il faut toujours l'écrire. Puis on passe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait toujours pareil, bilan des forces. Donc ici, on me demande les caractéristiques de la somme des forces. Donc c'est cette relation qui m'intéresse. La force résultante, somme des forces, ça veut dire force résultante. Hein. Le vecteur de la force résultante est donc collinéaire et de même sens à l'accélération, puisque petit m est un facteur constant positif. Donc j'ai le droit d'écrire cette relation sans les vecteurs, et donc je peux écrire somme des forces est égale à m fois a. Pourquoi je fais ça? Parce que on me demande les caractéristiques. Donc les caractéristiques, je vous rappelle, il y en a 4. Origine, direction, sens, valeur. Toujours dans ce sens-là. Donc l'origine, je la connais. C'est le centre de gravité de la montgolfière. La direction, je la connais. La direction, ce sera
la même direction que l'accélération. On vous a dit que c'était un mouvement vertical dirigé vers le haut. Donc, c'est cette direction. Le sens, je le connais aussi, puisqu'ils sont de même sens. On vous dit ici que l'accélération est dirigée vers le haut, donc ça sera vers le haut. Par contre, ce que je ne connais pas, c'est la norme. Donc, en fait, il va falloir que je trouve la norme de somme de f. Et pour ça, j'ai besoin de sortir des vecteurs. Donc, par contre, maintenant, je connais tout. Je connais la masse et la valeur de l'accélération. Donc, je peux passer à l'application numérique et je trouve une force résultante qui vaut 2,4 10 puissance 2 newton. Du coup, je peux écrire les caractéristiques de la somme des forces, c'est-à-dire de la force résultante, qui sont ici réécrites toujours dans cette même déclinaison. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question, où on me demande de calculer la norme, c'est-à-dire la valeur de la poussée d'Archimède. Donc là, je reprends la loi de Newton. Du coup, je l'écris avec les forces. Voilà comment cela s'écrit. Alors là, par contre, je n'ai pas le droit de réécrire cette équation juste en enlevant les flèches. Pourquoi ? Parce que ces trois vecteurs sont certes collinéaires puisqu'ils sont tous selon cet axe-là vertical, mais ils ne sont pas dans le même sens. Donc je n'ai pas le droit de réécrire cette équation juste en enlevant les flèches. Je vous rappelle, on a le droit de les enlever que si tous les vecteurs sont collinéaires et de même sens, ce qui n'est pas le cas ici. Donc quand ce n'est pas le cas, eh bien en fait on va projeter toute cette relation sur un axe. Pourquoi un axe ? Parce que toutes ces forces et cette accélération sont sur un axe. Alors par exemple, on va prendre un axe OZ ici, et je vais projeter toutes ces forces ici sur cet axe, puis après je ferai aussi la même chose pour l'accélération. Donc si je les projette, si je prends un vecteur unitaire K, par exemple, enfin voilà, ici, eh bien le poids donc sera opposé à K. Par contre, la force d'Archimède sera dans le même sens que K, et donc je peux écrire que le poids ici, puisqu'il est opposé à K, il vaut moins P fois le vecteur unitaire petit k. Je vais faire pareil pour Fp, qui cette fois-ci est dans le même sens, donc du coup c'est plus Fp, donc la valeur de la force, multipliée par le vecteur unitaire. Et puis je vais faire la même chose pour l'accélération, et là on m'aide, on me dit que l'accélération est dirigée vers le haut. Et donc, puisqu'elle est dirigée vers le haut, je n'ai pas représenté A ici, mais si je devais le représenter, le vecteur, eh bien je le représenterai dans le même sens que K, du coup, l'accélération, le vecteur accélération, pardon, est égal à la valeur de l'accélération multipliée par le vecteur unitaire petit k. Du coup, je vais remplacer toutes ces expressions-là dans cette équation. Alors on y va. Donc on avait dit que cette équation elle s'écrivait comme ça, je vais remplacer par ce que je viens d'écrire et j'ai ceci. Donc, je vais pouvoir mettre k en facteur et puisque j'ai le même vecteur ici et ici, tout le reste sont des grandeurs normées, eh bien je vais pouvoir simplifier par le vecteur unitaire et du coup avoir une relation uniquement normée. Donc, poussée d'Archimède, excusez-moi, moins le poids égale masse du système fois l'accélération. Or, le poids, je vous rappelle, c'est la masse du système multipliée par l'intensité de pesanteur petit g. Du coup, je le remplace dans cette équation. Donc, on a ceci. Et je vais donc exprimer Fp et passer à l'application numérique puisque j'ai toutes les valeurs. Et donc, je trouve que la valeur de la poussée d'Archimède vaut 1,2 10 puissance 4 newtons, soit 12 kN. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à donc écrire vos questions pour la prochaine fois. À bientôt!